présentation, je vais parler en fait de beaucoup de choses, beaucoup d'outils. Voilà, détecter des structures de faible dimension pour des problèmes inverses, bayésiens et en utilisant des transports. Donc, vous verrez ces différentes briques qui vont s'assembler les unes avec les autres assez naturellement, enfin j'espère. Mais avant de commencer, donc petite introduction très rapide à ce qu'on entend par des méthodes de quantification d'incertitude ou des problèmes de quantification d'incertitude. Voilà, on peut dire que les problèmes de quantification d'incertitude, ça peut se résumer à de l'analyse de modèles paramétrés. D'accord. Donc, dans toute ma présentation, je vais utiliser ces notations-là. Donc, X, ce sera un paramètre d'intérêt. U de X, ce sera donc un modèle. Donc, typiquement, derrière ce modèle, il y a la résolution d'une EDP, enfin quelque chose qui peut être assez coûteux. Et en sortie du modèle, on a une variable Y qui peut être, par exemple, un vecteur de dimension M et qui peut être potentiellement entaché d'un epsilon. Donc, Y, c'est U de X plus epsilon. Avec epsilon, ça peut être, par exemple, un bruit sur les observations ou une erreur modèle. D'accord. L'exemple typique qu'il faut avoir en tête, c'est celui-ci, où on résout une équation par exemple, de diffusion. Et dans cette équation de diffusion, le paramètre de l'équation, que j'appelle grand X, il vient paramétrer kappa, le paramètre de diffusion. Donc pour différentes valeurs de X, on aura donc différents champs, par exemple, différents champs de diffusion. Et la solution de cette équation va être différente. Elle va être paramétrée par X. C'est ça qu'on entend par équation paramétrée. Et en sortie de ce modèle, on peut par exemple s'intéresser à une quantité, je ne sais pas, une quantité scalaire, ici, qui correspondrait à la température moyenne sur le domaine. Dans mon équipe, donc c'est l'équipe RC, on fait des modèles d'océan et des modèles d'atmosphère. Donc en gros, les modèles paramétriques qu'on regarde, ils sont quand même un petit peu compliqués que ceux qu'on a ici. On ne vient pas résoudre une équation de la chaleur, mais on vient résoudre par exemple du Navier-Stokes, donc pour résoudre ces équations-là, on a besoin de paramétrisation sous maille, et qui implique en fait toute une liste de paramètres qu'on a à injecter, un petit peu comme dans ce champ de diffusion-là. Et en sortie de ces modèles-là, typiquement, on va avoir des observables, donc des extractions de la solution de ce modèle-là, qui peuvent être, par exemple, je sais pas, la position de bouées dans l'océan qui vont faire des relevés de salinité, par exemple. Ou ça peut être des observations par image satellite qui vont observer, par exemple, la température sur la surface de l'océan. Mais bon, dans cette présentation, on n'ira pas bien plus loin que ce genre de modèle-là, parce qu'on estime qu'ils sont quand même assez représentatifs de ce qu'on va faire. Donc en quantification d'incertitude, on distingue généralement les problèmes de propagation d'incertitude, où là, la question c'est, voilà, si je prends mon paramètre d'entrée X comme une variable aléatoire, la question c'est comment est-ce que les incertitudes, donc l'aléa, va traverser le modèle, et on va chercher à caractériser la loi de la sortie de mon modèle. Par exemple, calculer la moyenne ou la variance. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des problèmes inverses. Et là, la question, c'est donc la mécanique inverse. Étant donné une observation de ma sortie, Y, comment est-ce que je peux retrouver la valeur des paramètres du ou des paramètres X qui permettent d'expliquer au mieux ce que j'ai observé. C'est du calage de paramètres. Donc voilà un peu schématiquement ce qu'on peut faire. Donc ici, j'ai tracé une fonction. Ça peut être du coup de manière très schématique votre modèle, d'accord, U de X. Et puis voilà, si on fait une observation, on peut se dire, si je cherche à minimiser l'écart aux observations, je vais pouvoir, par exemple, déduire 3 solutions qui correspondent à ces 3 valeurs de X différentes. Ça, c'est une approche donc variationnelle, et on peut classiquement rajouter un terme de régularisation pour, par exemple, sélectionner une de ces 3 solutions qu'on préférerait. C'est très schématique, évidemment. Ça, c'est l'approche bayésienne, d'accord. Dans l'approche bayésienne, en fait, on va avoir une interprétation, on va dire, probabiliste de ce qu'on a fait avant, d'accord. Où ici, alors, ce qu'on commence par faire quand on fait du bayésien, c'est qu'on commence à se définir une loi a priori, que j'appellerai, c'est une densité ici, pi de x. Donc ça traduit un petit peu la connaissance qu'on a de notre modèle a priori. Ici, ça veut dire qu'on préfère les valeurs qui sont au centre de l'intervalle. Dans un deuxième temps, on se définit une vraisemblance, une likelihood, qui correspond en fait à la loi de Y, donc la sortie sachant X. C'est ces petites gaussiennes que j'ai mis tout autour du graphe de ma fonction. Ça correspond exactement ici à ce que je vous ai montré avant. En gros, Y sachant X, c'est une gaussienne centrée autour de U de X.
Donc voilà, le produit de la loi a priori et de la vraisemblance, ça vous donne la loi jointe, qui est donc la couleur bleue là qu'on voit derrière. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on fait une observation, on observe Y Hobbs, donc et ça nous définit la densité a posteriori, où en fait, ça revient exactement à prendre une coupe de cette loi jointe, on fait une coupe, on normalise et on obtient donc cette densité a posteriori. Ça, c'est le théorème de Bayes qui dit ça. C'est pour ça qu'on appelle ça l'inférence bayésienne. Voilà, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on ne va pas tant s'intéresser à la distribution a posteriori, mais ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'approcher, si vous voulez, la loi jointe. Donc ça, c'est un point important de ma présentation. On ne s'intéresse pas uniquement à une loi a posteriori, d'accord, mais on va approcher la loi jointe, le truc qui est en bleu derrière. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que dans l'idée, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir une stratégie offline-online. En offline, on calcule une approximation de la loi jointe pour qu'en online, dès qu'on observe les données, eh bien, on peut extraire assez rapidement, on peut par exemple échantillonner selon la loi a posteriori assez rapidement. Donc, les deux difficultés, ça va être bien sûr de trouver un format d'approximation, une classe d'approximation pour la loi jointe qui nous permet d'obtenir des lois a posteriori rapidement. Et pour faire ce genre de choses-là, on va utiliser justement des approximations qui s'appuient sur des transports de mesures. Et le deuxième point, c'est que, évidemment, donc, comme on va chercher à approcher la loi jointe, on travaille donc avec une densité de probabilité qui est de dimension D plus M, avec D la dimension du paramètre, X, et M la dimension des données. Donc en fait, on a un problème qui est beaucoup plus gros à considérer. On a une densité approchée qui est en très grande dimension. Donc pour ce deuxième point, ce qu'on va essayer de faire, justement, c'est on va essayer de détecter la structure de faible dimension de la loi jointe pour essayer d'avoir une paramétrisation, ou en tout cas essayer de mieux comprendre un petit peu comment le problème est structuré. Et ça, je vais vous montrer que ça aide en fait énormément. Donc je vais commencer par ce deuxième point, d'accord ? Et je vais vous montrer comment réduire la dimension des paramètres X et des données Y de manière jointe, d'accord ? Et en utilisant en fait les gradients du modèle. Ça, j'injecte ici une autre information. Oui, pour tout ce qui va suivre, on va avoir besoin du gradient des modèles. Et ça, ce n'est pas toujours facile à voir. Mais par exemple, pour ce qui est des modèles d'océan dont je vous parlais, la méthode de calage des paramètres, c'est du Fort-Divard. Donc, en gros, c'est des méthodes de descente de gradient. Et ils ont conservé historiquement des méthodes d'adjoint qui sont gardées dans l'orientation. Et dans certains cas, dans ce genre de cas-là, on peut avoir accès aux gradients des modèles. Je me fais souvent taper sur les doigts quand je dis que j'ai besoin des gradients pour mes modèles parce que c'est pas toujours facile à avoir. Voilà, là j'en ai besoin. Alors, on va commencer par des choses très simples et on va complexifier petit à petit. Si je vous donne une fonction U d'une seule variable et que je vous dis que la dérivée est nulle, je pense pouvoir vous convaincre à peu près sûrement que voilà, cette fonction en fait est une fonction constante. Si maintenant on considère une fonction de deux variables, et je vous dis, la dérivée de cette fonction-là, la dérivée par rapport à la deuxième variable, est nulle. À ce moment-là, cette fonction n'est en fait une fonction que de la première variable, que de x1. Jusque-là, normalement, tout le monde suit. La question qu'on va se poser, c'est la suivante. Au lieu d'avoir une dérivée partielle par rapport à la deuxième variable qui est exactement égale à 0, mais si elle est à peu près égale à 0, est-ce que ça m'implique ou est-ce que ce serait équivalent à dire que en fait, ma fonction U, elle peut bien s'approcher par une fonction utile de la première variable? Ça, c'est la grande question c'est la grande question en fait en analyse de sensibilité. On cherche à savoir quelles sont les variables les plus influentes sur une fonction. Pour répondre à cette question, on va avoir besoin des inégalités de Poincaré. Donc là, je rappelle la définition, je donne la définition ici. Donc une inégalité de Poincaré, c'est une propriété satisfaite par une densité donnée. Ici, on s'intéresse à la densité a priori. Et cette propriété, c'est la suivante. La variance de n'importe quelle fonction, U, en particulier celle qui va nous intéresser, va être bornée par une constante, c'est une constante de Poincaré, fois la norme des gradients. Normalement, dans ce laboratoire-là, vous devez connaître plutôt cette définition de l'inégalité de Poincaré. C'est généralement ce qu'on utilise pour montrer que le Laplacien est un opérateur coercif. Voilà. Donc c'est exactement la même chose, à ceci près qu'au lieu d'intégrer ici L1 par rapport à la mesure de Lebesgue de votre domaine physique,
eh bien, on intègre par rapport en fait, à la mesure pi de x. C'est la seule différence. On se place dans des espaces à poids, tout simplement. On va avoir besoin d'une hypothèse un petit peu plus forte que Poincaré. Ici, on va demander à ce que la constante de Poincaré de toutes les lois conditionnelles que je peux extraire de pi de x, qui s'écrit de la forme pi de x2 sachant x1, on va demander à ce que toutes ces lois conditionnelles vérifient une inégalité de Poincaré avec une constante bornée uniformément sur le x1 qui est ici. Donc on fait une hypothèse encore un peu plus forte. Et si on fait cette hypothèse-là, alors on a cette propriété-là, qu'il existe une fonction utile, celle qu'on avait dit ici. Donc il existe une fonction utile qui est telle que, oui, l'erreur L2 entre U de x et U tilde de x1 va être bornée par cette quantité-là, donc c'est la norme c'est la norme L2 de la dérivée partielle de U par rapport à la deuxième variable. Voilà. Alors, je vous montre ici la preuve, il n'y a vraiment rien de sorcier. Donc, l'idée, c'est que cette fonction utile de là, on va la définir en fait comme l'espérance conditionnelle. Bien évidemment, l'espérance conditionnelle, en fait, on choisit celle-ci parce que c'est la fonction optimale, en fait, c'est la meilleure fonction utile que vous pouvez mettre à cet endroit-là, d'accord ? Et une fois qu'on a défini utile comme ça, on regarde, on fixe x1, on fixe la variable aléatoire x1, et on regarde cette quantité-là, donc à U1 fixée. Donc cette erreur L2-là, on a pris l'espérance par rapport à ce. Et bien ça, parce qu'on a fait ce choix-là pour utile, et bien on l'interprète comme une variance conditionnelle. Et comme j'ai fait l'hypothèse que c'est qu'elle vérifie le Poincaré, je déroule le tapis, ça c'est vraiment, j'applique mon inégalité de Poincaré, et ensuite, là, je viens borner uniformément cette constante-là de Poincaré par celle que j'ai introduite. Voilà. Donc en fait, on prend une coupe et on applique Poincaré sur toutes les coupes. Et ensuite, deuxième étape, on remplace petit x, là qu'on avait frisé, qu'on avait bloqué, on le remplace par grand x et on prend l'espérance et le résultat tombe. Voilà, il n'y a rien, vraiment. On généralise au cas d'un vecteur ici à des entrées, et ce qu'on fait ici, c'est qu'on va prendre n'importe quelle matrice unitaire. On va définir la matrice UR comme la matrice qui contient les R premières colonnes de cette matrice unitaire, et puis UPER des autres colonnes. Donc, grâce à cette matrice unitaire, en fait, on vient décomposer notre paramètre Vx en deux composantes, XR et XPR. Et ensuite, on fait cette hypothèse-là que ma loi, pi de x, satisfait cette inégalité. Alors, on a appelé la subspace Poincaré inequality, parce qu'on vient regarder en fait les conditionnels sur en fait tous les sous-espaces possibles, donc conditionnés sur tous les XR possibles, et conditionnés sur toutes les matrices des matrices unitaires possibles. C'est une hypothèse encore plus forte. Quand on fait cette hypothèse-là, eh bien, on obtient le résultat suivant que, voilà, pour n'importe quelle décomposition de mon vecteur, coordonnées XR et XR, voilà, eh bien, il existe une fonction utile qui ne dépend cette fois-ci que de R variable, donc on est passé de D à R variable, et l'erreur L2, on peut la borner par cette constante-là de subspace Poincaré, fois la norme du gradient projeté. Donc, une fois qu'on a obtenu ça, ce qu'on va faire, c'est justement minimiser le membre de droite. Donc, on vient minimiser une bande sub de mon erreur pour construire la matrice, pour construire en fait ma réduction de dimension. Vous voyez, donc c'est pour ça en fait qu'on utilise des gradients. C'est parce que on peut très facilement, juste en inspectant les gradients, on peut très facilement identifier quelles sont les directions importantes. Et pour ce faire, on n'a pas eu besoin de construire ce utile de là, donc on n'a pas eu besoin de construire un métamodèle. Donc c'est vraiment une préanalyse. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On évalue les gradients de la fonction en des points tirés, par exemple, de Monte Carlo. On fait une approximation de Monte Carlo de cette matrice-là, et on en prend les R premiers vecteurs propres. C'est vraiment ça. Ça, c'est une méthode qui s'appelle la méthode Active Subspace, qu'on a un petit peu détaillée ici. Donc, encore une fois, quelque chose d'important, quand vous voyez une égalité comme ça, l'idée, c'est que vous pouvez, en utilisant les gradients, identifier quelles sont les variables importantes sans avoir à construire votre métamodèle Voilà. OK. Des questions? Non? OK. Si, excusez-moi. Du coup, là, ça sélectionne des combinaisons denses de X, non? Oui, ici, en fait… Si on prend un sous-espace, ça va être une combinaison dense de X. Ça va pas prendre… Ça va potentiellement garder toutes les composantes de X, non?
en faisant ça, effectivement, on peut sélectionner des directions qui sont, comment dire, qui ne sont pas alignées avec les composantes canoniques. Oui. C'est ça. Mais on pourrait très bien se dire, je prends cette inégalité-là, et puis je me restreins à toutes les matrices qui sont, par exemple, des permutations de la matrice identité. Auquel cas, on dirait, en fait, je ne veux sélectionner que R composante de mon vecteur X. Ça rentre dans ce cadre-là. En fait, quand on fait de l'active subspace, voilà, c'est plus général en ce sens qu'on s'autorise à avoir des combinaisons linéaires de l'ensemble des paramètres. On fait une rotation et pas simplement une sélection de coordonnées. Donc la question qui vous brûle. Et alors pardon. Ah, pardon. Donc, en fait, celle-ci. Ce H-là, ouais. Tu peux pas la calculer exactement. Non. Tu vas échantillonner, par derrière, il y a quelque chose. Alors, effectivement, cette matrice-là, on va en calculer une approximation, typiquement par des méthodes de Monte-Carlo. Et en gros, ça c'est. Alors après, la question, c'est combien d'échantillons est-ce qu'on a besoin pour estimer correctement, peut-être avec forte probabilité. Voilà, et on peut le faire parce que ça ressemble diablement en fait à une matrice de covariance. Si je vous dis que le gradient de U, je l'appelle Z, voilà, c'est estimer une matrice de covariance. Et ça, il y a des résultats qui tombent. Effectivement, et ça tombe naturellement. Il y a pas... Alors, comment est-ce qu'on contrôle cette constante de subspace Poincaré inequality? Eh bien, on utilise en fait, on s'est rendu compte que ça a été extrêmement étudié dans la littérature, d'accord? Et les résultats forts que je rappelle ici, il y en a deux. C'est le lemme de perturbation de Hooke et le théorème de Bakry-Emery. Concrètement, ça vous dit quoi? Ça vous dit que si votre densité, a priori, elle s'exprime, donc elle a une densité de Lebel qui s'exprime comme l'exponentielle de moins un potentiel V qui est strictement convexe, plus une perturbation psi qui est bornée, à ce moment-là, tout va bien. Vous avez une constante de Poincaré sous-espace qui est bornée par cette quantité-là. Et on a des exemples où ces hypothèses-là peuvent être très facilement vérifiées, comme le cas gaussien. Ça, c'est vraiment l'exemple typique qu'on a ce résultat-là. Mais ça marche aussi très bien pour les lois uniformes sur des compacts et convexes. Les mélanges de gaussiennes, ça marche aussi. Mais on peut avoir des constantes par contre qui explosent. Oui, c'est fini, mais ça peut être très très large en pratique. Ok. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail autour de ces questions-là. Un résultat qui me garantit que c'est bien fini. Alors des extensions de ces inégalités. Donc là, je vous ai montré qu'on pouvait faire de la réduction de dimension dans le cas d'une fonction à valeur scalaire. On peut très facilement en fait le généraliser au cas de fonctions vectorielles. La seule chose, c'est qu'il va falloir ici mettre une norme L2 dans l'espace de sortie. Et ici, on met une norme de Frobenius, parce que là, en fait, ce gradient de U, en fait, c'est un jacobien de U qui est défini ici. Mais ça, c'est vraiment une extension, on va dire, triviale. Donc, ça marche très bien aussi pour les fonctions à valeur scalaire, vectorielle. On a aussi proposé une extension dans le cas non linéaire. Donc, ça, moi, je trouve que c'est super intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Donc là, l'idée, c'est qu'au lieu de faire une projection affine, enfin une projection linéaire, une réduction linéaire de mon paramètre d'entrée, eh bien, je vais considérer une fonction G qui me réduit de manière potentiellement non linéaire mes variables de dimension B à une variable de dimension R. Là aussi, vous pouvez appliquer le même genre de méthode, avec la petite preuve que je vous ai montrée. Dans l'idée, c'est exactement le même genre de choses. Sauf qu'ici, on a une constante qui est un petit peu plus compliquée. Je ne vais pas trop la détailler ici. C'est vraiment encore plus compliqué à contrôler. Cette chose-là, c'est vraiment, d'un point de vue théorique, c'est vraiment là qu'est le nœud. D'accord. Et dans le monde de droite, en fait, au lieu de projeter le gradient de manière linéaire, on vient le projeter sur le noyau du jacobien de G, qui est un opérateur local. Il dépend de X. Concrètement, ça veut dire quoi, cette chose-là? Que quand on vient minimiser le nombre de droite, en fait, on vient chercher à aligner le jacobien de G avec le gradient de U. Voilà, donc c'est un petit peu... alors, bon, il y a peut-être pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà, il y a plein de questions sur comment faire ces étapes-là correctement. La réponse, c'est que c'est pas facile, il faut être prudent. Mais on a des idées sur comment on s'en sort. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu à la question qui nous intéresse, donc les problèmes inverses, bayésiens. En fait, on peut appliquer exactement la même méthodologie, c'est vraiment le même genre d'étapes et de techniques, d'accord? Non pas pour faire des preuves de régression, genre je veux approcher U au sens L2, mais je veux approcher, par exemple, une loi a posteriori par une autre loi qui serait définie comme ça. Donc là, en fait, je suis en train de chercher une approximation de ma loi a posteriori où j'ai remplacé ma vraisemblance
qui est une fonction de x, d'accord, une fonction de d variables, eh bien, je vais la remplacer par une fonction qui ne dépend que de r variables. Et en fait, dans cette structure d'approximation-là, les variables y ne sont informatives, si vous voulez, que sur les variables xr. C'est un peu l'interprétation qu'on va avoir. Et donc, en fait, on a le même genre de résultat, sauf qu'au lieu de contrôler deux, en fait, on vient ici contrôler une erreur mesurée, une divergence mesurée avec une divergence de Kullback line. Et au lieu d'utiliser les constantes de Poincaré, on utilise ici les constantes de Sobolev logarithmique. C'est juste qu'au lieu de borner en fait une variance, vous bornez une entropie. Mais l'idée, c'est vraiment la même. C'est un petit peu plus fort comme hypothèse que Poincaré, mais l'idée est vraiment exactement la même. C'est exactement la même. Et donc ici, on peut faire cette réduction de dimension sans problème en calculant en fait les modes, les vecteurs propres. Les vecteurs propres de cette matrice H, qui cette fois-ci dépend de Y. Et comme le remarque Albert, ici on a besoin d'avoir des échantillons sur la loi a posteriori, ce qui est un peu compliqué à avoir en pratique. Donc on n'est plus vraiment dans le cadre où on peut faire cette réduction de dimension a priori, parce que pour la faire, on a besoin d'échantillons de la loi a posteriori. Et on les a pas tout de suite, ces échantillons. On est obligé. Donc, voilà, on a proposé, si vous voulez, des méthodes pour échantillonner sur une loi approchée et puis quand même faire de la réduction de dimension avec cet objet-là. Une densité de probabilité, ça fait quoi? On remplace L par la densité ρ. Oui, voilà, L, c'est la fonction de vraisemblance. Alors, ici, en fait, on va garder ce même L, on n'y touche pas. En fait, on ne touche pas à l'intégrande. La fonction de vraisemblance, c'est un truc comment on la calcule, comment on l'a. Je passe au slide d'après. La fonction de vraisemblance, dans notre cas, c'est ce truc-là. Donc, on y a accès. Et en plus de ça, comme on calcule le gradient de la log vraisemblance, en fait, c'est le score, voilà, on n'a même pas besoin de connaître la constante de normalisation. En fait, ça, évaluer l'intégrande ici, il n'y a pas de problème. C'est juste arriver à trouver les bons points où l'évaluer qui pose ici. Juste une petite remarque, donc, dans un papier assez récent, là, on a montré qu'en fait, on pouvait étendre ce genre de choses-là à d'autres divergences que celles de KL, notamment à l'ensemble des divergences qui sont les alpha-divergences, qui une sorte de généralisation qui inclut les distances de Hellinger, les distances de chi-square, reverse K. Voilà. Je vous rappelle qu'on ne s'intéresse pas uniquement à la densité a posteriori, mais ici, on va s'intéresser aussi à réduire la densité jointe, la densité jointe XY. Donc, on fait de la réduction de dimension sur le paramètre X, mais on veut aussi en faire sur le paramètre Y, ma donnée. Alors, comment est-ce qu'on fait? En fait, encore une fois, on déroule exactement le même genre de raisonnement. On propose d'abord une approximation dimension réduite. Donc ici, c'est une approximation de la loi jointe qui s'écrit comme le produit du prior conditionnel fois cette fois cette loi jointe marginalisée fois la vraisemblance conditionnelle. Concrètement, ce qu'il faut retenir de cette approximation, c'est que x et y, les données et les paramètres, ne discutent entre eux que via les coordonnées réduites x, r et y, s. C'est cette structure, en fait, cette structure produit là, d'accord, qui vous permet en fait d'interpréter cette réduction de dimension comme le ys va être informatif. Comment dire que voilà, parmi toutes les données, uniquement les variables ys qui vont être informatives sur x. Et réciproquement, le paramètre x doit être informé par les données que sur les composantes x. On applique le même genre d'inégalité et on obtient cette borne-là qui nous dit que la distance de Kullback est bornée par, encore une fois, la constante de log subspace, hein, et la somme de deux termes. Celui-ci, ça va être pour réduire les paramètres, et celui-ci, ça va être pour réduire les données. C'est juste la forme dans ce cas, tu as supposé qu'il y avait un bruit gaussien, c'est ça? Est-ce que tu mets exponentiel? Oui, alors pour obtenir cette formule-là, on a, oui, c'est peut-être pas bien dit, mais oui, on a supposé le epsilon, là, il apparaît quelque part. C'est parce que quand le bruit devient très petit, par exemple. Quand le bruit devient très petit, alors là, j'ai mis une norme canonique, d'accord. Ouais. Concrètement, tu vas avoir ici un sur epsilon qui va faire que là, tu vas avoir l'epsilon que tu vas retrouver du coup en facteur de partout. Donc concrètement, le membre de droite va pouvoir être favorable. Pas, en fait. Comment? Au
ça va t'aider. Non, plus le bruit est petit, plus le membre de droite va être large. Mais peut-être qu'aussi le membre de gauche le sera aussi. Alors du coup, il faut regarder les… Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je suis d'accord que… Alors, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est sûr que quand on prend un bruit, le epsilon, qui tend vers 0, ça rend le problème beaucoup plus difficile. Exactement, exactement. Et ça se… Paradoxalement, parce que ça met l'exigence quelque part. Oui, oui. Et Mais ça fait exploser en fait le membre de droite. Mais moi, mon intuition, c'est que ça fait aussi exploser le membre de gauche. Donc, dans tous les cas, on peut quand même utiliser ces choses-là comme un diagnostic. C'est-à-dire que voilà, ça nous extrait deux matrices, HX et HY. La première, c'est pour réduire la dimension de X. Et ça, c'est exactement, je précise, on a besoin d'une espérance sur la loi a priori et puis la loi a posteriori. Donc ça, c'est bon de le faire. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a simplement besoin de faire une ACP, enfin une analyse en composante principale là, de la sortie du modèle. On n'a plus besoin de gradient pour réduire Y. Alors, je vais passer à la deuxième partie maintenant. Maintenant qu'on sait identifier quelles sont les variables importantes, enfin les variables, par exemple, les paramètres informés et les données informatives, on va utiliser ça pour approcher ma loi jointe. Et c'est ce que je vais faire là. Donc, voilà, je vous rappelle le but, c'est d'approcher cette loi jointe par une méthode qui me permet après d'obtenir les lois conditionnelles rapidement, enfin les lois a posteriori rapidement. Alors, première chose qu'on peut se faire, si je cherche à approcher une fonction, enfin une densité, je me dis voilà, je cherche à l'approcher par exemple par un produit de deux fonctions. La première c'est une fonction de y et la deuxième c'est une fonction de x. Si vous faites ça, vous n'allez pas aller bien loin parce que en gros vous approchez une loi jointe par un produit de marginal, ça va pas, vous n'allez pas aller bien loin. Quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, ce serait par exemple de sommer. D'accord, on somme d'un produit de deux fonctions. C'est mieux, d'accord, c'est mieux. Peut-être qu'il faudrait garantir comme la positivité de cette approximation-là, parce qu'on approche, après tout, on approche comme une loi densité. Une densité, ça doit être positif. Pas de problème, on met un carré. Comme ça, on obtient quelque chose de positif. Alors vous allez me dire, oui, il faudrait aussi normaliser, mais bon, ça, c'est pas un problème, parce que si je connais une approximation comme ça, je calcule sur l'intégrale et je normalise après. Bon, le truc, c'est qu'on a aussi quand même des variables x et y qui sont voilà, des vecteurs. D'accord. Et la première chose qu'on pourrait faire, c'est de prendre la même logique et de se dire j'approche par le carré d'une somme de produits de fonctions. Ça, c'est ce qu'on appelle le format tenseur canonique. Remarquez que j'ai listé volontairement ym, qui est la donnée après changement de variable, après rotation. Ym, c'est la donnée la moins informative, puis la plus informative. Et à côté, j'ai mis le paramètre le plus informé, et à la fin, le XD, là, le paramètre le moins informé. Okay. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais ça ne sert à rien parce qu'on peut permuter les termes dans un produit. Justement, maintenant, on va passer à un format de tenseur un petit peu plus compliqué et qui a de bien meilleures propriétés d'approximation, qui est le format TensorTrain. La seule différence entre ça et ça, c'est qu'au lieu de sommer sur un indice partagé par tous les termes dans cette somme, on vient faire en fait un premier indice qui est partagé que par les deux premiers termes, puis un deuxième indice qui est partagé par le deuxième et le troisième, etc. Vous voyez, on fait un petit train. C'est pour ça qu'ils appellent ça TensorTrain. On fait un petit train et puis les indices sont partagés que par deux termes successifs. Là, dans ce genre de format, je ne peux plus permuter deux termes. Donc là, c'est important effectivement de mettre l'ordre des variables ici est important. D'accord ? Excuse-moi, Olivier. Oui. C'est pas clair. C'est pas indépendant, X et Y, dans l'approximation? C'est pas indépendant. C'est pas une approximation où X et Y sont indépendants, là? Non. Non, parce qu'il y a le carré, ça fait que c'est plus indépendant, les deux? C'est surtout parce qu'il y a la somme. J'ai l'impression que Y. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que la marginale de Y, sachant X, c'est la même que Y, non? Non, ce serait le cas si tu considères un produit d'un seul, un seul produit de cette forme-là, ce serait le cas. Mais dès que tu viens faire des sommes de produits, c'est plus le cas. Voilà. En fait, on peut montrer qu'on peut approcher en fait à précision arbitraire n'importe quelle solution pourvu que les rangs ici soient suffisamment élevés. D'accord ? D'accord, merci. Voilà. Alors, comment construire cette approximation-là ? Eh bien, on va minimiser une distance. Alors ici, ça ne va pas être la distance de Kullback. Ça va être… on a choisi la distance de Hellinger. Pourquoi ? Parce que en fait, la distance de Hellinger, elle est définie comme
la norme L2 entre les racines des densités. Et comme moi, mon approximation, c'est quelque chose au carré, bah, au final, on peut montrer que, alors, modulo la constante de normalisation, on peut montrer en fait cette inégalité-là, et qui fait qu'en fait, on va construire notre approximation en approchant, en résolvant en fait un problème des moindres carrés, en approchant la racine de la loi jointe. Et on n'a même plus à se soucier ici de la constante de normalisation. D'accord? Donc, voilà, donc le problème qu'on a à résoudre, c'est ça. C'est étant donné un certain format de tenseur choisi, je veux résoudre ce problème au moindre carré. Une fois que ce sera fait, ben, j'aurai obtenu une approximation dont l'erreur mesurée avec Ellinger sera plus petite que la précision que je serai arrivé à avoir. Ça marcherait sans faire des indices. Absolument, absolument. D'ailleurs, je pensais que ça allait être Albert qui allait me poser ce genre de question-là. En fait, ici, c'est vrai, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On n'est pas obligé de faire des tenseurs. Je suis complètement d'accord. Ici, on a juste choisi de faire des tenseurs. On aurait pu faire des polynômes, on aurait pu faire des ondettes, on aurait pu faire ce qu'on voulait. Les fonctions G elles-mêmes, elles sont dans une classe restreinte. Alors, et oui. elles-mêmes sont des fonctions. Oui, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, oui, c'est ça. En fait, chacune des fonctions G, en fait, pour les construire concrètement, on a utilisé des bases polynomiales, mais c'est pas. Ce qui est important quand on fait des tenseurs, c'est vraiment cette structure de produit et de somme. Okay, mais voilà, concrètement, en fait, c'est vraiment juste, on a un problème des moindres carrés à résoudre. Après, vous prenez la méthode que vous préférez. Ici, donc, un slide, je vais être très rapide sur comment est-ce qu'on construit ces tenseurs. Il y a vraiment toute une machinerie, il y a tout un tas d'algorithmes qui existent dans la littérature. Là, en l'occurrence, on a utilisé cette algo-là, Adaptive Cross Approximation, où en gros, l'idée, c'est que c'est un algorithme adaptatif qui va vous adapter automatiquement le rang au sein de votre. Il va vous adapter les rangs dans votre approximation, là, et il va en fait évaluer votre fonction, donc ici, la fonction que vous rapprochez, donc la racine de la loi jointe, sur des fibres, d'accord, sur je passe peut-être un peu les détails. C'est vraiment technique et à implémenter, c'est un peu compliqué, mais ça donne de bons résultats. Et surtout, le gros avantage d'utiliser les méthodes de tenseurs, c'est que quand on regarde la complexité, que ce soit en mémoire ou en nombre d'opérations, elle est linéaire en la dimension. Donc, elle est linéaire en D plus N. Quadratique, cubique en fonction du rang, par contre. Donc, on a tout intérêt, justement, à garder les rangs les plus bas possibles. Comme je vous l'ai dit, l'ordre des variables impacte en fait énormément le rang qu'on obtient au final. D'où l'importance, en fait, de bien choisir le rang. De bien choisir la manière dont on ordonne les variables dans cette phase d'approximation. Donc là, je vous montre un exemple. On a notre équation notre équation elliptique, là, notre équation de diffusion à résoudre, avec le kappa qui va être paramétré par x en faisant en fait une décomposition sur une base complète. Chacun de ces coefficients, les xi, ici, on va choisir une loi a priori qui est une loi Laplace, densité Laplace. Et au niveau des observations, on observe la valeur de la solution, du champ vu, donc on choisit d'observer la fonction sur cet ensemble de 16 points noirs. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient après avoir lancé notre algorithme d'approximation de tenseur. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai indicé les variables de 0 à la somme des deux, à la somme des plus m, où ici, on a les m premières variables, les données, et ensuite, on a les paramètres. Et la courbe qu'on voit ici, c'est le rang. C'est le rang de votre approximation. Ça, c'est si on ordonne les variables telles que je vous l'ai décrites. Si maintenant, on disait, oui, bon, là, je vais faire autre chose, je vais mettre la donnée la plus informative complètement à gauche, et la moins informative à droite. Et ce que vous allez avoir, c'est en fait après l'optimisation des rangs, etc., vous allez avoir en fait un rang qui est globalement beaucoup plus élevé que si vous aviez listé correctement. Et puis pareil, même opération, si on change l'ordre des paramètres, on obtient des rangs qui sont quand même beaucoup plus élevés, quoi. Donc une approximation moins efficace. Voilà. Donc une petite justification de OK. Bon, là on a prêché la loi jointe. Maintenant, on va. C'est assez différent. Au début de l'exposé, finalement, il y avait prendre des subspaces qui étaient un peu.
Là, il y a un biais fort de coordonnées dans ces méthodes tensorielles, Oui. c'est-à-dire Oui. le choix déjà des coordonnées Oui. est vachement important. Oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, ici, vraiment, encore une fois, là, ces variables-là que j'ai appelées XRXD, en fait, je ne peux pas laisser insister, c'est après rotation. Ah oui, d'accord. C'est après rotation. Donc, j'ai utilisé justement la partie précédente pour trouver un bon ordre que j'interprète comme étant voilà, les variables informées, les variables. Ça marche. Non, mais merci d'avoir posé parce que effectivement, c'est quand même important. Voilà. Donc, mettons maintenant, on est assez satisfait de notre approximation de la loi jointe. La question, c'est j'observe une donnée. Comment est-ce que je conditionne comment est-ce que j'obtiens la loi a posteriori approchée? L'idée, c'est qu'en fait, vous avez simplement à évaluer les premiers termes de votre approximation tensorielle. J'ai oublié de mettre la somme, hein, mais effectivement, elle y est. Et puis voilà, vous avez votre approximation a posteriori qui s'écrit comme une somme de produits, le tout au carré. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous pouvez utiliser votre algorithme préféré, par exemple un algorithme du rejet, de tirage préférentiel, ou votre algorithme MCMC préféré. Nous, ce qu'on a fait ici, c'est une chose un petit peu différente, où on vient calculer donc, ce qu'on appelle le transport, on y arrive, transport de Rosenblatt inverse. Concrètement, c'est quoi? C'est une fonction, un mapping, qui va vous mapper l'hypercube en dimension D, dans RD, qui a une structure triangulaire, comme ça, et qui est telle que si je prends un échantillon tiré uniformément sur l'hypercube, cet échantillon c'est U, eh bien T de U sera distribué selon la loi a posteriori approchée. C'est quelque chose qu'on note comme ça. T push forward la loi uniforme vers la loi d'intérêt, donc la posteriori approchée. Concrètement, comment est-ce qu'on construit ce genre de choses-là? C'est en fait assez simple, il suffit de calculer en D, par exemple, il suffit de calculer la fonction de répartition. D'accord? Parce que la fonction de répartition, qu'est-ce qu'elle vous fait? En fait, elle prend des... voilà. Si on évalue la fonction de répartition en des échantillons de X, on obtient après une variable qui est distribuée uniformément. Alors, si vous êtes en dimension plus grande, ce qu'on va faire, c'est en fait, on va s'appuyer sur une factorisation de votre densité comme un produit marginal conditionnel. Comme ça, en fait, on se ramène à des produits en indé. Et puis, chacune des composantes de ce mapping-là, eh bien, ce sera à chaque fois des fonctions de répartition, des marginales conditionnelles. D'accord? Et ensuite, il suffit de définir donc, ce transport de Rosenblatt inverse, hein, parce que ça, en fait, ça, c'est le transport de Rosenblatt, donc on en prend l'inverse pour mapper une voie uniforme vers la loi d'intérêt. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que comme en fait, on connaît notre approximation P-tilde, comme on la connaît de manière, on va dire, analytique, hein, on a construit comme une somme de produits de fonctions, eh bien, on peut calculer analytiquement le transport exact de cette loi approchée. Et c'est ça qu'on utilise, par exemple, pour échantillonner. Albert l'avait déjà remarqué. En fait, jusqu'à présent, je vous ai caché énormément de choses sous le tapis. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous voulez approcher une densité de probabilité qui est très piquée, qui est concentrée sur le graphe d'une fonction, hein, donc epsilon qui tend vers 0, ça, c'est un problème extrêmement difficile. Si vous prenez, par exemple, des polynômes, c'est aussi difficile que, par exemple, utiliser des polynômes pour approcher un Dirac. Voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit que je faisais. Alors, en fait, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Ce serait quand même beaucoup plus facile si on faisait ça. Si au lieu d'approcher cette fonction-là, on la mettait à une certaine puissance, je prends ma loi jointe et je la mets à une puissance bêta, avec un bêta qui est proche de 0. Comme ça, j'ai quelque chose qui n'est plus concentré, mais quelque chose qui est ça, c'est ce qu'un physicien dira fait du recuit simulé. On vient, parce qu'il y a une raison, ça s'interprète comme augmenter la température dans un système de particules. Mais voilà, c'est juste, on prend la loi. Donc, en fait, ce que je vous dis, c'est qu'au lieu d'approcher ça, on aimerait plutôt approcher ça. Hein. C'est quand même beaucoup plus facile à faire. Mais comment faire? Parce que si je n'approche pas la bonne chose, il va falloir que je... Voilà. Alors, la méthode, c'est ça. Prendre une suite de densité avec une température très élevée, donc un bêta proche de 0. Et puis ensuite, on va faire augmenter le bêta jusqu'à bêta égale 1 pour obtenir la loi cible. Première étape, on approche le pi bêta 1. Donc je construis ce pi tilde-là. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'en extrais le transport de Rosenblatt inverse qui agit par contre sur la densité jointe. D'accord? Une fois que c'est fait, je passe à l'étape d'après. Je diminue un petit peu ma température, donc je prends un bêta un petit peu plus grand.
mais je préconditionne, si vous voulez, avec le transport que je viens de calculer. Et on calcule un deuxième pivot, et ça me donne un deuxième transport de Rosenblatt, etc., jusqu'à arriver à L. Et donc, quand on met tout ça ensemble, on obtient un transport qui s'écrit comme la composition de transport de Rosenblatt inverse, et qui est tel que, eh bien, il va bien m'approcher ma loi jointe, celle qui est très piquée, par un transport de la loi. Ce sera peut-être plus clair en image. Je me suis amusé à faire ces graphes-là. J'espère que vous allez les apprécier autant que moi. Ça, c'est ma loi target. C'est celle qui est très piquée, c'est celle qui est très difficile à approcher. J'augmente la température jusqu'à obtenir quelque chose de très facile à approcher, par exemple par des tenseurs, par des polynômes, et je l'approche. Et j'en construis, et j'en extrais, si vous voulez, le transport de Rosenblatt inverse, qui est schématisé ici, là, par voilà, on a cette grille qui est transformée. Et j'applique ce même transport à toutes mes densités intermédiaires. Okay, vous voyez, ça a été transporté comme ça par le transport que j'ai calculé avec cette densité. Celui-ci, il est quand même beaucoup plus facile à approcher qu'avant. Je l'approche, j'approche cette deuxième densité et rebelote, j'en extrais le transport, et etc. jusqu'à arriver à ça. Donc, au final, ouais, ça fait des jolies images, j'en suis fier. Au final, dans toute cette étape de calcul, on a eu à approcher que des densités qui ressemblent à ça, plus simple. Des trucs qui sont donc pas du tout piqués, qui sont pas concentrés sur le graphe. C'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire. Très rapidement, parce que je presque fini, mais je vais laisser quand même quelques temps pour des questions. Donc ça, c'est pour vous montrer une comparaison entre les deux stratégies. Soit vous faites tout en une seule couche, soit vous faites en plusieurs couches. Donc ça, c'est sur le problème que je vous ai montré précédemment, là, le problème elliptique. On a une équation de la chaleur, avec un sigma noise, donc la taille de epsilon, hein, qui peut aller voilà, de 0,1 à 0,01. Donc ici, dans cette dernière ligne-là, d'accord, ça, on a vraiment une densité qui est ici assez piquée. Et ce qu'on voit, c'est que quand on compare les chiffres qu'on obtient soit avec une seule couche, soit avec plusieurs couches, on a que, grosso modo, on arrive à faire 10 fois mieux, donc à avoir des erreurs qui sont 10 fois plus faibles, avec 10 fois moins de points d'évaluation. Donc ça, c'est le nombre d'évaluations de mon modèle que j'ai dû faire. Donc clairement, c'est une stratégie gagnante, mais ça, tous ceux qui travaillent avec du recul simulé, ils ne sont pas surpris. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de casser la difficulté de votre problème en plusieurs problèmes plus simples. Voilà un autre exemple. Donc ça, c'est un modèle d'épidémie qui a été très utilisé les dernières années. Je ne me demande pas pourquoi. Donc c'est une équation d'évolution. Ici, on a deux paramètres qui sont bêta et gamma qui interviennent à différents endroits. Et ce qu'on observe, c'est le nombre d'infectés à quatre pas de temps différents. Donc voilà, on est en dimension 2 pour les paramètres et dimension 4 pour le nombre d'observations. En phase offline, on calcule notre approximation de la loi jointe. Et en phase online, on fait une observation. Et ensuite, on va chercher à faire, du coup, à résoudre notre problème d'inférence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va utiliser votre algorithme préféré d'échantillonnage de type MCMC pour échantillonner la loi a posteriori exacte. Et on va comparer ça avec cette même stratégie, sauf qu'au lieu d'approcher la loi a posteriori exacte, vous allez approcher la loi a posteriori exacte, mais préconditionnée par le transport conditionnel, enfin le transport inverse, enfin le transport de Rosenblatt inverse conditionné aux données. D'accord. Alors, on utilise deux algorithmes différents. PCN, c'est Frank Nicholson préconditionné, et NUTS, c'est No U-turn, je sais plus quoi. C'est en gros un algorithme de type HMC très particulier qui est très efficace. D'accord. Donc, ce qu'on observe à chaque fois, c'est que bon, si on regarde les versions non préconditionnées, cet algorithme-là, qui est assez sophistiqué, il fait mieux que PCN, qui est un algorithme un peu plus basique. Mais dès lors qu'on préconditionne, c'est-à-dire qu'on va chercher à échantillonner cette loi-là, la loi préconditionnée par transport. Pardon, ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est ce que je regarde ici pour mesurer la performance de mon algorithme MCMC, là, c'est cette chose-là. C'est le temps d'autocorrélation intégré. Donc en gros, c'est le nombre d'itérations qu'il me faut dans mon algorithme MCMC pour avoir
2 échantillons quasiment décorrélés. Plus c'est faible, plus ça veut dire que mon algorithme est efficace. Et voilà, que ce soit pour PCN ou NUTS, préconditionné, on obtient un gain assez significatif dans l'efficacité de notre algorithme. Et en pratique, si par exemple on préconditionne PCN, voilà, on va avoir en fait une chaîne de Markov qui va très facilement se promener dans tout mon espace, la loi a posteriori. Alors que voilà, si on prend l'algorithme NUTS mais non préconditionné, bah, il va bouger, voilà, ça c'est 5 itérations, en fait, il bouge très, très lentement. Excuse-moi encore, Olivier. Donc, préconditionné, ça veut dire que c'est le transport de Rosenblatt Ouais. qui est utilisé comme proposal, comme, Oui, c'est on ça? sait. Le voir. Comme distribution de proposal, c'est ça ce que tu appelles préconditionné? Au lieu d'échantillonner en fait, ta loi a posteriori, tu vas échantillonner ta loi a posteriori, mais que tu as transformé dans un espace de référence. Donc, tu fais ton algorithme MCMC là-dedans, D'accord. et ensuite tu utilises le même transport, d'accord, pour cette figure-là, par exemple, tu utilises le même transport pour après revenir dans ton espace d'origine. D'accord. Elle a été simulée dans un espace plus Oui, facile. exactement. Elle a été simulée dans un autre espace et après je l'ai. Exactement. Ouais, merci pour la question. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Un petit récapitulatif. Donc, je vous ai montré comment identifier voilà, la structure de faible dimension de vos problèmes en utilisant les gradients des modèles et surtout en utilisant voilà, les inégalités fonctionnelles, les points carrés ou l'oxob. Ensuite, on a approché des densités jointes en utilisant TensorTrain. On aurait pu utiliser autre chose, des polygons, des ondes bêtes. Là, ça s'y prêtait bien, les formats de tenseur. Et vraiment, ce qui fait marcher tout ça, c'est qu'on utilise une composition en fait, de transport et une combinaison avec du recuit simulé. C'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Il y a des questions à ça ou à distance? Dans le cas du dernier exemple SIR, Ouais. Tout le monde était pendu aux projections statistiques pour savoir quand est-ce que l'exponentielle est en étroit. Ouais. Vous avez essayé? Non. Non, vraiment, on n'a pas été. En fait, j'ai envie de dire, on a surfé sur la vague un peu trop tard. C'est-à-dire que ouais, non, vraiment, on n'a pas essayé vraiment avec. Enfin, même ça, c'est vraiment des données synthétiques qu'on a utilisées là. Voilà, bon, très bien. Alors, j'aurai l'occasion. Okay. Là, il y a une question d'Yvon à distance. Vas-y, Yvon. Oui. Bonjour, merci Olivier de l'exposé qui était très clair. Et donc, j'ai bien aimé ta présentation du recuit simulé, là, donc, qui permet de bien comprendre comment la méthode peut marcher, mais qui peut laisser craindre aussi qu'il y a des cas un petit peu plus compliqués où ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que le travail de préconditionnement ou de préparation que tu fais avec une température haute va conduire à une impasse. Il y a des théorèmes, il y a des résultats qui disent que ça doit forcément marcher? Ah oui, c'est vrai que c'est dommage, je ne l'ai pas mis. C'est toujours oui sous certaines hypothèses. Après, il faut vérifier justement les hypothèses. Alors, donc il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'il faut que la distance. Ici, on a analysé tout ça avec des distances de Hellinger, d'accord? Donc, il faut déjà que la distance de Hellinger entre deux densités successives ne soit pas trop grande, d'accord? Donc, il faut que voilà. Et il faut qu'à chaque étape, alors je reviens peut-être ici, il faut qu'à chaque étape, c'était où? Voilà, il faut qu'à chaque étape, on arrive à trouver une approximation, par exemple là sous format TensorFlow, d'accord? Une approximation qui permette de capturer un minimum d'informations. C'est exactement comme l'analyse d'un algorithme greedy. Si on arrive à chaque itération, si on arrive à capturer, je sais pas, 5% de l'information contenue là-dedans, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais tout l'enjeu, effectivement, c'est ça, c'est comment choisir la bonne température et comment m'assurer que l'approximation que je suis en train de construire est capable d'approcher, de capter cette information-là. D'accord. Donc, c'est des résultats plutôt asymptotiques. S'il y a assez d'eux ou si l'incrément de température est assez petit, alors ça va marcher. Mais c'est ça. Ouais. Et a posteriori, il y a moyen de vérifier du coup en cours d'algorithme, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que tes hypothèses sont satisfaites? Alors, de vérifier qu'elles sont satisfaites de manière exacte, non. Mais on a non, parce que ça nécessiterait en fait de calculer par exemple ces distances de Hellinger de manière exacte. En pratique, on a accès qu'à des
des échantillons et on a approché cette intégrale-là. On a des heuristiques, on a en fait une version des algorithmes où on vient adapter la température à chaque itération. C'est-à-dire qu'on part avec une température très forte et ensuite on vient diminuer la température, mais juste ce qu'il faut pour s'assurer que un critère, on vient baisser la température et en s'appuyant sur un critère qui est vraiment une heuristique. En pratique, on n'a pas observé de cas où ça ne marchait pas, mais évidemment, je pense qu'on a regardé aussi des cas qui n'étaient pas non plus très méchants. Donc oui, il y a des choses à faire, des choses à dire sur ce point de vue-là. Je suis tout à fait d'accord. Autre question, peut-être plus par rapport à ça. Tu venais juste de dire, quand vous changez de température, vous ne réutilisez pas les échantillons que vous avez utilisés avant. Si, on dit si, on les utilise. Typiquement, ça pourrait être dire, si on fait un truc d'acceptation rejet avec des trucs générés à la température d'avant pour la température d'après, et de dire, si je ne sais pas trop bouger ma température. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, ce qu'on fait, et c'est exactement ça. En fait, ce qu'on fait, c'est du tirage préférentiel. Enfin, on fait une correction. On regarde comment est-ce que les poids sont modifiés. Oui, Albert. J'avais une question sur ce choix, ces approximations avec ces bêta croissants vers la fin. Moi, plutôt que ma première intuition sur ce problème d'avoir une suite de choses, j'aurais plutôt fait une suite de epsilon qui tend vers le petit epsilon, partir d'un epsilon très grand. Puisque le problème, ce qui fait piquer la chose, c'est le epsilon. Oui. Alors. Est-ce que ça n'aurait pas été en fait, une autre façon un peu plus D'ailleurs, en fait, oui, non, bien sûr, non, mais tu as tout à fait raison. Ici, j'ai présenté avec la loi jointe qu'on met à la puissance bêta, mais effectivement, on peut ne mettre que la vraisemblance à une puissance bêta qui correspond exactement à faire ce que tu dis. Parce que le pic vient sur. Voilà. En fait, il y a un truc que j'ai pas dit, j'aurais dû. Ah là là. En fait, ce qu'on fait. Finalement, c'est pas très différent. Non, c'est pas très différent. C'est pas très différent. Mais quand même, en fait, dans le papier, ce qu'on fait, c'est que l'approximation qu'on considère, c'est pas exact. On dira ça, mais en fait, on regarde une approximation qui s'écrit comme ça, fois en fait une densité jointe, par exemple gaussienne, le prior fois un prior sur les datas. En gros, quand j'écris ça, ce que j'écris sur les slides, ça c'est la densité par rapport à la mesure de Begg. On aurait pu prendre par rapport à autre chose. J'aurais pu prendre une densité gaussienne. C'est un choix de référence, si tu veux. Justement, un peu lié à la question disons, sur le recul, mais dans la slide d'après, là, le fait que c'est compliqué de réussir à faire une bonne approximation quand le pi xy il est très piqué, c'est quand même un peu lié au fait que les g, vous prenez des polynômes, alors que si le pi il est très piqué, on a envie de dire que des ondelettes un peu localisées, ça ressemblerait plus, il n'y aurait pas besoin. C'est juste qu'après, il faut arriver à les faire en dimension 10, 20. Oui. Je suis d'accord que pour des choses un peu plus piquées, on aurait pu faire des ondelettes. Mais est-ce que ça passe en grande dimension? Si tu tensorises des ondelettes, en gros, tu fais ça. Une autre question à distance, là. Oui. Antonin. C'est comme ça se calcule à peu près rapidement, ce p-tilde. Est-ce que ça pourrait être utilisé pour faire du design expérimental savoir quel Y rajouter pour mieux savoir bêta, enfin pour mieux savoir X? C'est une super application. La réponse, déjà, est-ce que c'est facile à évaluer? Si tu as une couche, oui, c'est pas trop compliqué. Si tu as L couches, il faut faire L fois ce job-là, donc c'est quand même un peu plus compliqué. Mais ce que je veux dire, rajouter un nouveau Y, et en fait rajouter plein de nouveaux Y, plein de scénarios possibles de Y pour voir lequel modifie le plus, en moyenne, là, ce serait. Non, mais j'ai cru comprendre que tu voulais rajouter des observations, savoir comment mieux observer le modèle, en gros, à la prochaine étape pour réduire l'incertitude sur X, par exemple. Je reviens un petit peu du coup sur ça. En fait, si jamais... alors ça c'est des travaux
enfin, je ne sais pas si ça répondra vraiment à ta question, mais là, j'ai une doctorante là, qui travaille sur cette question-là, en fait, de faire de la réduction de données sans trop modifier ta loi a posteriori, ou en tout cas ta loi jointe ici. L'idée, c'est de rajouter, si tu veux, des observations de sorte à avoir à chaque fois le minimum de changement, enfin, ou plutôt d'avoir le maximum de changements entre ta loi tronquée et ta loi exacte. Non, c'est peut-être pas très clair ce que je dis là. C'est prendre les observations telles que l'approximation est proche de la vraie, c'est ça? En fait, l'approche traditionnelle, quand on fait par exemple de la planification d'expérience, c'est de rajouter des observations de sorte à maximiser le gain d'information que chaque observation va me rajouter. Là, en fait, on a une approche, on fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend un ensemble très très grand de données et on va les réduire. Tu vois? Donc en fait, après réduction, finalement, j'aurais pu tronquer vraiment ma densité a posteriori en disant, bah voilà, je vais juste me sélectionner les S premières variables. Je vais faire par exemple du sensor placement sur ces S variables-là parce que je sais qu'en utilisant cette analyse-là, elles vont me donner des choses cohérentes. Et maintenant, si tu voudrais rajouter de l'information, bah, tu augmentes en fait le nombre d'observations. En fait, moi, avec ces travaux-là, moi, j'ai plus envie de réduire les observations, d'accord, que de rajouter des observations, ce que tu proposes de faire. La dimension des observations, ce n'est pas le nombre d'observations au sens de. Ah si, c'est pas dans un vecteur. Oui, c'est ça. Il faut. C'est vraiment. OK. Non, merci. Bien. Ouais, merci. Pas d'autres questions? Eh ben, merci encore.